Nous arrivons à un moment de l'histoire qui est à nouveau un moment extrêmement tendu en termes de sécurité intérieure, pour une raison qui est une raison logique, qui est que nous organisons cet été non seulement l'événement qui est le plus regardé au monde, mais l'événement qui est le seul événement auquel participent tous les pays du monde, avec des délégations de sportifs, de journalistes et de politiques qui accompagnent les développeurs sportifs. Donc, non seulement tout le monde va voir ce qui se passe chez nous, mais tout le monde va le vivre de manière impliquante. Lorsque les Jeux Olympiques ont été attribués à la France, nous avons, en bon français que nous sommes, eu une espèce d'excès d'hubris qui a été très largement amplifié encore par la personnalité de notre grand conducteur. Et nous nous retrouvons aujourd'hui avec un événement qui dépasse nos capacités en assurer la sécurité. C'est vrai dans l'absolu, et c'est encore plus vrai avec la conjonction de deux choses qui sont des choses conjoncturelles, qu'on ne peut pas prévoir il y a 10 ans, mais qui affaiblissent encore considérablement notre position. La première, c'est la guerre d'Ukraine et le fait que le président de la République a pris depuis 3 mois des positions extrêmement dures contre les Russes. Ce n'est pas le débat ce soir de savoir s'il y a eu raison ou tort. Ceux qui connaissent bien les Russes savent que on ne peut pas discuter avec eux sans être ferme. Ce n'est pas mon sujet ce soir. Ce qui est certain, c'est que ce faisant, il a fait de la France la cible numéro 1 de la Russie. Et la Russie a toujours considéré dans son histoire, et plus encore dans son histoire récente, que la guerre, c'était un phénomène qui n'était pas circonscrit au champ de bataille avec des avions, des fusils et des soldats qui s'entretuaient. Pour les Russes, la guerre, c'est une notion de déstabilisation hybride, ça on parle de guerre hybride, qui implique tout, depuis le parasitisme de ce qu'on appelle le champ informationnel, en gros les infos, les réseaux sociaux, etc., en passant par les cyberattaques, et une chose, et c'est pour ça que je suis un peu long, mais vous comprenez ce qui va probablement nous arriver cet été, c'est des actions derrière les lignes, avec des actes de sabotage, des attentats, et lesquels ne sont pas nécessairement opérés, et même en général ne sont jamais opérés par des gens qui sont ouvertement des agents du pays en question. Et les Russes ont toujours utilisé dans leur histoire des moyens de déstabilisation par ce qu'on appelle des false flags, c'est-à-dire des gens qui agissent sous fausse bannière, soit qu'ils soient complices, ou payés par exemple, soit qu'ils soient manipulés, c'est-à-dire qu'un groupe terroriste tchétchène islamiste soit contacté par un gars qui a une tête de groupe tchétchène islamiste et qui est en réalité un agent du FSB ou qui est envoyé par le FSB. Toujours est-il que j'étais cet après-midi dans une ambassade d'un pays européen où j'ai rencontré les gens en charge du renseignement qui m'ont dit leur très grande inquiétude, parce que déjà chez eux, ils ont eu un certain nombre d'incendies depuis quelques semaines, donc ils n'expliquent pas la cause autrement que par le début d'une campagne de sabotage russe en Europe de l'Ouest, mais ils m'ont dit qu'ils étaient absolument certains que les Russes se préparaient à opérer de la même manière sur le territoire dans les semaines qui viennent, y compris avec des attaques physiques. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça alors que le sujet de ce soir c'est l'islamisme? C'est parce que les Russes ont toujours utilisé tous les moyens de déstabilisation qui sont apportés au cœur de la cible. Or, qui sont les plus dangereux au cœur de la cible étant nous, qui sont les plus dangereux au sein de notre société, capables de donner des actions de déstabilisation de la France? Premièrement, des terroristes, seuls ou en groupe, et deuxièmement, des groupes de narcotrafiquants violents. Et premier point, les terroristes. La plupart des gens qui sont allés combattre en Irak et en Syrie au début de la décennie précédente sont sortis de prison, quasiment tous. Il y en a, allez, je vais être large, 5, peut-être 4, peut-être 2 qui ont été déradicalisés. En clair, la déradicalisation, ça n'existe pas. Donc les gens qui sont sortis, quasiment tous, sont aujourd'hui encore capables de recruter, parce qu'ils sont pas admirés dans un certain nombre de nos quartiers, ça aussi c'est une réalité, de former, puisque eux ont fait la guerre, donc ils
comme du monde et qui ont la capacité de mener ce genre d'action. Il y a aussi, et ça a été redit publiquement pour la première fois après l'attentat de Moscou de fin mars dernier, une capacité islamiste de projection, c'est-à-dire des gens qui sont loin, en l'occurrence en Afghanistan, et qui ont à nouveau la capacité qu'avait Daesh au milieu des années 2010 de nous envoyer des commandos. Quand on travaille sur le sujet, on sait que les premiers commandos sont entrés l'année dernière, ça n'était pas public. On a servi dans une loi étrangère qui a un peu communiqué sur le sujet en mai 2023. Mais en réalité, ça a commencé à taper avec Moscou et avec 2 ou 3 attaques qui ont été avortées en Allemagne. Mais il y a un certain nombre de raisons de penser qu'il y a des cellules qui sont notamment en France et peut-être en Allemagne avec l'Euro 2024 qui commence la fin de la semaine et qui attendent des passages à l'acte. S'il y a en plus une jonction entre les intérêts russes qui sont capables de financer et de donner des capacités supérieures à ces équipes et leurs ordinateurs propres, eh bien, il y a un vrai risque que nous ayons des moments compliqués, d'autant plus que la vulnérabilité, ce n'est pas simplement les sites olympiques, mais ça peut être des attaques à la campagne, dans des endroits qui seront moins protégés. La crainte d'un 7 octobre en France, elle m'a encore été expressément dite par l'agent de ce pays étranger, M. Bourassa, tout à l'heure. Il m'a dit comme ça. Il m'a dit pour lui, il y a un risque de 7 octobre en France. Alors, le FBI a dit la même chose sur les États-Unis, et en vrai, quand on sait que les Algériens en particulier ont toujours une tradition des massacres dans les villages de guerre d'Algérie dans les années 50, en passant par la guerre civile de 90, donc on sait que c'est un rien de nouveau. J'ai fait déjà d'ailleurs en fin 2015 sur le sujet. Mais là, le risque est à nouveau extrêmement élevé, d'autant plus qu'il y a un deuxième facteur conjoncturel. Ces 2 facteurs conjoncturels, les premiers, c'est la guerre d'Ukraine. Le deuxième facteur conjoncturel, c'est la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi la Nouvelle-Calédonie? Parce que, je vous la fais courte, mais la Nouvelle-Calédonie, l'explosion du gaz en Nouvelle-Calédonie a cassé le plan JO. Pourquoi ça a cassé le plan JO? C'est que toutes nos têtes de bienfaits, de démarques ont beaucoup de mal à mettre en place un plan de sécurité des JO compte tenu de l'ambition qui était celle de notre président. Caracas, ça a été fait. Patatras, 13 mai, personne n'ayant conservé les notes d'alerte des services d'enseignement depuis 2 mois, ça part en vrille en Nouvelle-Calédonie, et on a envoyé là-bas des forces qui représentent une fraction, pas la fraction majoritaire, mais une fraction des forces qui étaient prévues pour les Jeux Olympiques. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait du Kiva à la place. Donc on a mis parmi les rares unités qui n'étaient pas mobilisées pour les JO, pour passer dans les grandes villes et dans les centres périurbains, on les a mis sur les JO, et puis là où ils étaient, on va mobiliser quelques réservistes en plus, mais en réalité, et sans rentrer dans des choses trop secrètes, il y a une vraie inquiétude qui a monté de plusieurs degrés sur la capacité que nous aurions ou non à faire face s'il y avait des choses dégradées qui se produisaient. Or, tout ça, mesdames et messieurs, évidemment, les Russes le suivent de très près, et les islamistes aussi, qu'ils agissent ensemble ou non, c'est un vrai sujet de